Salut Fred. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver, Frédéric Archaud. Tu es l'auteur de Toutes les couleurs de la nature aux éditions Quae. Tu es notre spécialiste des couleurs pour cette colonne vertébrale de la saison 7 de Baleines sous gravillon. En tout cas, voilà, on a passé toutes les couleurs en revue et pas de manière touristique rapide. On a dédié une série par couleur. On a fait une série entière sur la lumière, sur l'apparition de la vision dans le vivant. Avant cette série, on avait fait le rouge. On avait vu le côté primordial finalement de cette couleur dans tellement de processus du vivant et dans tellement d'autres choses, y compris notre culture à nous, du feu rouge à la robe des cardinaux, en passant par le fameux oiseau, toi qui es un passionné d'oiseaux, le fameux cardinal qu'on trouve en Amérique du Nord. Et là, dans cette série avec toi, nous allons nous concentrer sur la couleur jaune, qui est peut-être pas la couleur la plus sexy. Enfin, elle est moins starisée que le rouge ou le bleu, qui sont un peu, d'une certaine manière, les deux couleurs stars, à l'exception du noir et du blanc, dont on avait vu qu'ils sont de nature un peu différente. Noir, c'est l'absence de couleur. Blanc, c'est la superposition de toutes les couleurs. Et dans ce qui reste, on a vu que sans doute la couleur la plus importante, à différents points de vue, pouvait être éventuellement le rouge. Mais on va voir avec toi, dans cette série, Fred, que le jaune est très intéressant. Et j'ai envie qu'on commence, comme tu le fais d'ailleurs dans ton livre, par les fleurs, par le fameux langage des fleurs, ce que nous disent les fleurs. Et tu expliques dans ton livre que les plantes à fleurs jaunes, à l'instar du tournesol, c'est ce que tu écris, représentent 1/5 des angiospermes, c'est-à-dire de toutes les plantes à fleurs, loin devant les fleurs oranges, qui ne constituent que 4%, ou rouges, 4% aussi. Donc il y a 5 fois plus de jaune que d'orange et de rouge. On en avait beaucoup parlé la dernière fois avec toi. Je renvoie vers ce cycle-là. Et avant de te donner la parole, je voudrais bien sûr que tu nous expliques ce succès du jaune chez les plantes. C'est ça que j'attends de toi. Et au préalable, vu que tu donnais pas toutes les autres couleurs, moi je les ai cherchées, je vois que les fleurs blanches, c'est 30 à 40% de toutes les fleurs du monde. Le jaune, c'est 20 à 25%, donc c'est un peu sur la deuxième marche du podium. Toutes les fleurs bleues à violettes, c'est 15-20%. Et les fleurs roses-rouges, 10-15%. Donc question liminaire à l'orée de ce nouveau cycle avec toi. Pourquoi, dans les proportions que je viens de donner, le jaune a tant de succès, plus que le rouge, plus que le rose, plus que le bleu même. Pourquoi ? Alors, si tu me permets, Marc, je vais élargir un petit peu la question. Pour quelle raison ? Tout simplement, les plantes ont fait des fleurs. Ça ne va pas de soi de faire des fleurs. Pendant très longtemps, les végétaux, quand ils faisaient leur reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il y avait des gamètes mâles et des grains de pollen qui sont la partie mâle qui vient rencontrer la partie femelle, ils comptaient sur d'autres moyens, en particulier le vent. Ils faisaient des très grandes quantités de grains de pollen, et au hasard de la dispersion par le vent, ça permettait de faire la reproduction sexuée, qui était un élément déterminant pour ces plantes. Et puis, le problème, c'est qu'ils font évidemment des grandes quantités, parce que c'est tellement hasardeux. Le génie de l'évolution, ça a été à un moment donné de se dire, mais finalement, peut-être qu'on pourrait avoir des messagers, des facteurs en quelque sorte, qui viendraient chercher le courrier, en l'occurrence le pollen, à un endroit, la boîte aux lettres, la fleur, et l'amener à une autre boîte aux lettres, une autre fleur. Et donc ça, c'est le mécanisme initial de l'apparition des couleurs chez les végétaux. Pourquoi faire des couleurs ? Il fallait à un moment donné aider le facteur. C'est-à-dire que nous, si on planque notre boîte aux lettres au fin fond d'un jardin, il ne la trouvera jamais. Donc il fallait la montrer de manière la plus évidente. Et par ailleurs, il fallait que le messager, en l'occurrence le facteur, mais c'est le pollinisateur dont on parle, soit capable de la repérer. Donc il fallait un message facile à repérer pour le pollinisateur. Il fallait donc se démarquer de la couleur verte, celle du feuillage. Il fallait avoir des nouvelles couleurs. Alors, dans les couleurs possibles, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf, entre guillemets, le vert, puisque lui était déjà pris pour la photosynthèse. Il y a des fleurs vertes, mais elles sont vraiment très peu nombreuses. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi le jaune plus que les autres ? Alors, on a vu que pour le rouge, probablement, c'est parce que les insectes ne différencient pas le rouge d'autres couleurs. Donc finalement, ils ne sont pas particulièrement attirés par cette couleur. Le blanc et le jaune sont les plus représentés parce que leurs pollinisateurs sont particulièrement attirés par ces couleurs-là. Et donc finalement, la coévolution qu'il y a eu entre la fleur. Alors on parle de coévolution, c'est une question qui est un peu débattue parce que évidemment, la fleur, elle dépend d'insectes pour trouver son pollinisateur.
mais elle a surtout utilisé les capacités préexistantes des insectes. C'est-à-dire que peut-être que sur la vision des insectes, les fleurs n'ont pas eu beaucoup d'importance. Bien sûr qu'il y a de la coévolution ensuite. On a tous en tête des papillons avec une trompe démesurée et des fleurs qui donnent leur nectar, le précieux nectar, la récompense sucrée, tout au fond d'un long tube où ce sont les seuls capables d'aller chercher ça. Donc on a réellement une coévolution à un moment donné, mais pas forcément sur la vision. Et donc le jaune, autant que le blanc, c'est simplement que ce sont des couleurs qui marchent très bien pour les pollinisateurs. 100 000 invertébrés pollinisateurs, par exemple, pour les plantes à fleurs. Alors, pendant que tu parlais, je creusais un peu cette histoire et d'évidence, les chiffres généraux que je viens de donner varient suivant les milieux et les continents. Et c'est très intéressant, tu vas voir. Donc, je répète que, vraiment en simplifiant, le blanc, c'est la superstar, 35% de fleurs blanches dans le monde, grosso modo. Donc, un tiers des fleurs dans le monde sont blanches, ok ? Un quart des fleurs sont jaunes. Moins d'un cinquième sont bleu-violette et moins d'une sur 6 est rose-rouge. Vert-brun, moins de 5%. Très très peu, mais ça existe. Alors, les exemples régionaux maintenant, par continent, devrais-je dire. En Europe, c'est typiquement chez nous qu'il y a beaucoup de fleurs blanches et jaunes, tu vois, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Le bleu est relativement bien représenté, je pense aux campanules, aux gentianes, et le rouge est très rare. C'est ce qu'on disait du coquelicot, car très peu de pollinisateurs sont sensibles au rouge. Tu l'as déjà dit dans la série d'avant. En Australie, c'est très différent. Il y a beaucoup de fleurs aux couleurs saturées rouge-orange, parce que là-bas, la pollinisation se fait beaucoup plus par les oiseaux. En Afrique du Sud, extrême diversité, bleu, rose, blanc, rouge vif. Il y a beaucoup d'oiseaux aussi en Afrique du Sud, on l'explique comme ça, et beaucoup d'insectes aussi. Donc tout est un peu au taquet. Et donc voilà, les abeilles, on l'a déjà dit avec toi, sont beaucoup plus sensibles, elles vont jusqu'à l'ultraviolet, c'est-à-dire qu'elles dépassent le champ humain. Donc toutes les fleurs bleues, jaunes, ultraviolet, ça c'est bien pour les abeilles. Et les oiseaux, je viens de le dire, rouge-orange, ça c'est bien pour les oiseaux. Ça c'est un des trucs. Je rebondis sur ce que tu disais sur les oiseaux, c'est qu'en fait on a l'impression que les oiseaux sont de meilleurs pollinisateurs, mais ils sont bien moins nombreux que les invertébrés. C'est-à-dire que là où, dans l'évolution des oiseaux, sont apparus des espèces d'oiseaux pollinisateurs, ça peut être des souris-mangas, ça peut être des colibris en particulier, il y en a d'autres, quelques familles comme ça de pollinisateurs, c'est pas négligeable chez les oiseaux. Les plantes ont eu un intérêt à les attirer de manière spécifique, et le rouge en particulier s'est avéré une couleur payante pour les fleurs. Chez nous, on n'a quasiment aucun oiseau qui est pollinisateur sous nos latitudes. Donc effectivement, si jamais il n'y a pas de candidat à la pollinisation, les fleurs qui, dans leur évolution, ont tenté des teintes un peu rougeâtres, elles ont été vite contre-sélectionnées par l'évolution. Oui, effectivement, tu parlais des souris-mangas qui sont un peu les versions africaines, enfin qui ressemblent en tout cas aux fameux colibris américains, et on avait déjà dit avec toi que eux, ils perçoivent bien les rouges, et donc en plus ils sont pollinisateurs, c'est-à-dire qu'ils dispersent le pollen plus que... d'évidence, tous nos passereaux là, européens, ils sont surtout insectivores. Donc ils mangent ils mangent les pollinisateurs en fait, les oiseaux. Mais dans d'autres pays, il n'en est pas complètement ainsi. C'est ce que tu viens de dire. Oui, et à l'inverse, par contre, ils vont disperser, y compris chez nous, les fruits. Et donc en fait, on a aussi une coévolution pour les plantes, non pas sur la coloration des fleurs vers les rouges par exemple, mais beaucoup plus vers les fruits, où là, ça va être le signal utilisé par les oiseaux. Plus que les insectes, par exemple, qui vont avoir plus de difficultés à disperser les graines que le pollen. Fred, dans ton bouquin, tu expliques que, y compris ces couleurs jaunes, peuvent être synthétisées par le carotène, les caroténoïdes et toutes ces familles, les flavonoïdes. On en a déjà parlé, je renvoie à un cycle précédent. Ce sont les plantes exclusivement qui fabriquent ces pigments. Mais on a vu que d'autres êtres de la chaîne alimentaire les recyclent. Comment tout ça se passe ? Parle-nous un peu peut-être de ces oiseaux qui arborent du jaune. Je pense aux mésanges, je pense aux loriots, aux chardonnerets. Il y a plein d'oiseaux qui arborent un beau jaune vif pétant. Effectivement, ils ne sont pas si rares que ça. La mésange bleue avec son beau poitrail jaune est un bel exemple. On se doute bien qu'ils ne mangent pas les pétales jaunes des fleurs. En fait, ce sont des insectivores ou des granivores qui ne consomment jamais de choses jaunes. Mais en réalité, ils se nourrissent d'insectes, en particulier les chenilles, qui, elles, mangent des feuilles. Et le carotène qui est contenu dans ces feuilles se retrouve dans la chenille, qui va à la fois les digérer et éventuellement les modifier un petit peu. Et les oiseaux, à leur tour, vont digérer, ne vont pas dénaturer complètement ces carotènes, ils vont être intégrés dans le métabolisme. Et éventuellement, ils peuvent même être un petit peu modifiés. On avait parlé pour les bis rouges du fait qu'ils pouvaient consommer des carotènes qui ne sont pas forcément rouges et les modifier. Là, chez les espèces jaunes, simplement leurs carotènes qui sont naturellement jaunes ou orangés vont garder cette couleur-là. C'est au moment où se crée la plume
qui vont intégrer le pigment au moment de la formation des plumes. Ok, donc ça c'était pour les oiseaux. J'ai donné des exemples. Il me semble qu'il y a du jaune même sur le pivert. Le croupion du pivert est jaune. C'est des teintes un peu verdâtres, tirant un peu vers le jaune. L'exemple le plus spectaculaire d'espèces jaunes chez nous, c'est le loriot d'Europe. Et hormis le bec qui est rouge et l'œil, la partie entre le bec et l'œil qui est noir, et puis une partie de l'aile, c'est un jaune franc. Donc c'est vraiment l'espèce la plus emblématique chez nous, jaune, c'est le loriot d'Europe. Oui, on va pas faire tous les oiseaux, mais il me semble qu'il y a du jaune sur le beau roitelet, qui est le plus petit oiseau d'Europe. C'est ça. Le serin cygni, jaune vif. Oui, il a un peu de jaune. Le verdier d'Europe, vert jaune un peu aussi. Alors, il est verdier, on sent bien que sa couleur, c'est sûrement un peu plus le vert que le jaune, mais tu as raison de dire que sur l'aile et sur les bords de la queue, il a du jaune. Finalement, toute cette famille-là, on appelle cela les Carduellidae, cette famille d'oiseaux. Beaucoup ont un petit peu de jaune sur leurs ailes, leur queue, voire un peu plus que ça. Ouais, effectivement. Et t'as le bruant jaune. Le nom laisse peu de doute sur le fait que il est un peu jaune. Les mâles ont la tête et la poitrine très jaunes. Aux Amériques, il y a la paruline jaune, le tangara, le chardonneret jaune, cardinal à tête noire, et en Afrique, le tisserin gendarme. C'est drôle parce que tu pointais, là on est dans mon salon, tu me fais l'honneur de venir chez moi, merci pour ça. Et parmi les oiseaux que t'as pas vus, tu vois là j'ai un nid de tisserin au-dessus de moi, un vrai nid de tisserin que j'ai récupéré, qui était tombé, je te rassure, je l'ai pas volé. Et il y a effectivement le tisserin gendarme qui est très très jaune. Pour donner des exemples, le bulbul à ventre jaune aussi. Alors là pour le coup c'est en Afrique. Fred, on va rester sur nos oiseaux et nos insectes. Tu expliques dans ton bouquin que les différents ordres d'insectes pollinisateurs ont des préférences innées pour certaines couleurs. Globalement, les abeilles sont plutôt attirées par les fleurs violettes, tandis que les guêpes, les mouches, j'imagine les cirfes et les fourmis, recherchent précisément nos fleurs jaunes. Les papillons, les fleurs roses, les coléoptères, les fleurs blanches. Donc on imagine que tout ça c'est des tendances, bien sûr. Comment tu expliques tout ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est difficile à répondre parce que c'est un petit peu comme nos préférences à nous. Déjà, moi, j'aurais du mal à expliquer pourquoi, par exemple, le bleu est une couleur préférée par un tiers de la population aujourd'hui. Donc, pourquoi ces espèces-là, alors, au minimum, c'est-à-dire qu'elles les perçoivent, pourquoi il y a une préférence innée pour ces couleurs-là? J'avoue qu'on a peu d'éléments d'information. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces préférences innées font que ça permet aux plantes, d'une part, d'avoir une forme de sélection par les pollinisateurs. Quand on parle de coévolution entre la plante et le pollinisateur, on sait par exemple qu'il y a des mécanismes de changement de couleur chez des populations de plantes. On a vu que certains pigments, il suffit de toutes petites modifications chimiques du pigment pour qu'il change assez radicalement de couleur. Quand il change de couleur, il change de pollinisateur. S'il change de pollinisateur, à un moment donné, ça peut donner une nouvelle espèce. Donc, à travers ces goûts, entre guillemets, les préférences pour les couleurs, ça permet aux plantes, finalement, d'aller expérimenter un spectre assez large. Ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que toute cette biodiversité-là, elle a aussi une capacité d'apprentissage qui n'est pas du tout négligeable. C'est-à-dire qu'un insecte qui a une préférence innée pour une couleur, en réalité, il est capable d'apprendre à reconnaître dans son environnement, en ayant un peu testé d'autres couleurs que sa couleur préférentielle, si jamais il y a des bistrots qui sont intéressants à aller visiter. Un cas d'étude, c'est ce qu'on appelle le morosphinx. Le morosphinx, tu sais, c'est ce papillon qu'on appelle un peu colibri, qu'on voit sur les bords de fenêtres. On sait qu'il est capable au moins de reconnaître, ou d'apprendre plus exactement, 2 nouvelles couleurs par jour. Donc on lui donne des couleurs artificielles, même qui n'ont rien à voir avec des couleurs naturelles dans son environnement. Il est capable d'apprendre que lorsqu'il a une couleur complètement artificielle, là, il a à manger, eh ben, on est capable de lui apprendre 2 couleurs, une le matin, une l'après-midi, et il va revenir préférentiellement vers ces couleurs. Fred, je vérifiais, là, je regardais un peu ce qui se disait dans les sondages. J'ai cherché quelle était la couleur préférée des humains. Cette fois-ci, je refais une petite incursion chez l'humain, dans le monde et en France. Voilà la réponse à cette question. Quelle est la couleur préférée des gens, des humains? Eh bien, universellement, tu l'as dit plusieurs fois, c'est le bleu. C'est-à-dire que pour un tiers des humains, la couleur préférée, c'est le bleu à 35%. Il en va de même en France. Je te fais la liste, curieusement. À ton avis, d'après toi, la deuxième couleur préférée des Français, c'est quoi? Ah, ça je l'ignore. Alors, la deuxième couleur préférée, c'est le violet, figure-toi. Ah oui. Le violet à 15%. 3 en France, c'est le rouge, 12%.
Ensuite vient le vert, 10%. Noir et rose sont à un peu moins de 10%, mais il y a bataille. Enfin, tu vois, là, on est vraiment dans un mouchoir de poche. Et le jaune et l'orange, la couleur qui nous préoccupe aujourd'hui, sont extrêmement faibles, à moins de 5%. Je termine parce que tu vas voir que c'est intéressant. Ça, ce que je viens de dire, c'est en France et c'est à peu près la même chose dans les autres pays européens. Mais il y a des petites différences culturelles. C'est-à-dire que, par exemple, au Japon, la deuxième couleur préférée, à ton avis, c'est quoi ? C'est pas le noir, j'avais en tête. Exact, très bien vu de ta part. Bleu et ensuite direct, c'est le noir. En Chine, t'aurais pu le deviner, c'est bleu et le rouge, évidemment. Couleur de la chance. Et le noir, c'est la couleur de la sobriété au Japon. Tu vois, c'est fou. En Inde, c'est le vert. Tiens, si je peux rebondir sur le vert, hein, c'est le prophète chez les musulmans est habillé de vert, donc c'est une couleur sacrée pour les musulmans. C'est ce que j'allais te dire. Il y a beaucoup de drapeaux de pays musulmans qui est verte et effectivement, pour le coup, dans beaucoup de pays musulmans, le vert est très très haut. Pour la raison que tu viens de dire, qui est une espèce de code culturel appris. De même que c'est drôle parce que, comme tu sais, la plupart des drapeaux de l'Afrique subsaharienne sont un mélange de rouge, de jaune et de vert. Mais bref, tout ça pour dire que le bleu est plébiscité par les humains à l'échelle mondiale et européenne et française, ça c'est sûr. Alors c'est pas le thème de notre émission, on en reparlera au moment du bleu. Hein. Bah tiens, pourquoi dans ton bouquin t'as parlé du jaune avant le bleu ? T'as suivi les couleurs de l'arc-en-ciel ? Exactement, il y avait un choix, soit c'était aléatoire, soit on partait dans un sens, donc je suis parti du rouge et puis on a glissé, puis après, une fois qu'on est arrivé au bout du spectre, en étant parti du rouge, on arrive au violet. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ? Effectivement, il y a encore d'autres couleurs. Moi, ce que je note juste pour réagir, c'est le fait de dire que le jaune et le orange, on peut constater tous que finalement, il n'y a pas tant d'habits. Enfin, les gens sont pas si souvent habillés de jaune ou d'orange. Les voitures jaunes et les voitures oranges, on n'en voit quasiment pas du tout. Les taxis jaunes, notamment à New York, cette couleur a été choisie justement parce qu'elle était délaissée par la plupart des autres constructeurs. Donc, pour le coup, c'est une sorte de récupération pour qu'elle soit visible. Il fallait que ce soit une couleur très peu classique. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Oui, effectivement. Allez, un petit mot, encore une fois, c'est pas notre cycle, mais on va quand même le dire maintenant. Au global, dans le vivant, la couleur bleue, cette fameuse couleur préférée, est assez rare et difficile à synthétiser. Je vois que tu fais oui de la tête. Elle est effectivement compliquée à synthétiser parce que pour être bleu, il faut avoir absorbé toutes les autres radiations. C'est-à-dire le jaune, le orange, le vert, le rouge. C'est-à-dire des radiations, des rayonnements qui sont avec peu d'énergie. Et donc, c'est compliqué de faire une molécule qui soit capable de récupérer en particulier les teintes rouges. C'est à 700-800 nanomètres, là, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Et donc, il faut des molécules très longues. On a parlé des carotènes, par exemple. Les carotènes, c'est déjà des dizaines de carbone. Pour faire une teinte bleue, ça serait encore plus compliqué. Ce qui est fou, tu vois, c'est qu'au final, c'est quelque chose qui revient dans nos cycles couleurs Fred, c'est que ce qui est rare est précieux. Et donc là, ce qu'on vient de dire, c'est que le bleu est relativement rare dans la nature, j'aime pas ce mot-là, mais dans notre environnement, qu'il soit minéral ou vivant. Et donc, ce qui est rare est précieux. Et notamment dans ton bouquin, à un moment donné, je sais plus quelle page, tu expliques que même certaines peintures du passé étaient fabriquées à partir de pierres précieuses. Je pense au lapis lazuli, qui donnait le pigment bleu en peinture, ce qui fait que le bleu coûtait une fortune aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. Frédéric, je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant.
Tous les liens utiles pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find